Covea, donc le levier de l'amélioration continue apprenante pour transformer une direction de contrôle interne Covea en création, un pari audacieux qui a fini par payer. Donc les points saillants qu'on a retenus, c'est pédagogie permanente, communication simple par la preuve, valorisation et reconnaissance, associer le management, sport d'équipe et marge de manœuvre, c'est-à-dire le comment à la main des équipes. Alors nous, c'était sur l'histoire de Randstad, implémenter le Lean dans des services administratifs très attachés à leur process et à leur mode de travail. Donc ce qui est sorti, c'est que le rapport au temps, en fait, souvent on dit on a toujours un problème de temps, de investir du temps, etc. Et en fait, il se trouve que les 5 minutes ou l'heure qu'on va passer, finalement, en termes de résultats, va nous faire gagner peut-être 2 heures, 3 heures dans des tâches quotidiennes. Il y avait la liberté de choisir. C'est-à-dire que quand les collaborateurs ont la parole et qu'ils choisissent ce qu'ils veulent mettre en place, ça fonctionne. Il y avait travailler la douleur, c'est-à-dire aller voir chez le client ce qui fait mal, ce qui ne va pas, pour pouvoir travailler, cibler vraiment sur ces points-là. Par rapport aux indicateurs, la bonne alliance, la bonne cohérence entre les indicateurs techniques purement métiers et ceux qui vont être humains. C'était pour faire résonance avec... il y avait eu des indicateurs de joie qui avaient été parlés un peu plus tôt, donc en fait on en revenait au même point. L'engagement des managers, c'est-à-dire que si les managers, que ce soit N+1, N+2 ou N+3 suivant les sociétés, si l'engagement n'y est pas, ça va être difficile aux collaborateurs de travailler et de durer dans le temps en fait. Et le dernier point, c'était les résultats justement de cet investissement des collaborateurs qui permettent de révéler des talents. Alors chez Danone avec Christian, les points qu'on a relevés, je ne vais pas les donner forcément dans l'ordre, mais d'abord une obsession, enfin quelques obsessions. Avoir toujours l'obsession de savoir où se crée la valeur le plus concrètement possible. Faire entrer la voix du client concrètement, c'est-à-dire pas par des statistiques, mais par des témoignages, par le fait qu'on entende sa voix, qu'on ait des images. Et ça parle directement aux collaborateurs. Du coup, la vérité du terrain est toujours irréfutable. Donc toujours aller sur le terrain pour se rendre compte concrètement des choses. Le mot-clé est concret. Hein. Et puis, porter une attention à la culture locale. Là, l'expérience était américaine. Donc l'avis d'un comité de direction n'obéit pas forcément aux mêmes régulations, au même mécanisme de contradiction et de partage. Donc il faut s'y rendre attentif pour rendre entendables les choses. Et puis une petite limite à la démarche telle que nous l'a témoigné Christian, c'est que le leadership est essentiel dans la durée. Et là on a constaté qu'il y a pu avoir un essoufflement derrière parce qu'il n'y a pas eu de continuité dans les principes du leadership qui avait été posé par tout le monde. Voilà. Nous on va être dans la continuité quand même de la plupart des points qui ont été soulevés. On a la réclamation comme voix du client au cœur du bureau, donc ça c'était vraiment un exemple intéressant. De la même façon, les valeurs, se concentrer sur la valeur, sur la débureaucratisation, je ne suis pas sûre que ça soit français, mais on l'a utilisé plusieurs fois, et donc connaître les attentes du client. Et enfin, peut-être quelque chose qui a été moins cité là, c'est l'écart entre les procédures, parce qu'on parlait d'un département qualité, et donc on a parlé de procédure. Entre la procédure et la réalité terrain, c'est vraiment cet écart-là qui nous intéressait, et aussi une logique d'autocontrôle, donc d'autonomie des équipes dedans. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, notre histoire, c'était Covea, celle de ce matin, là, réenchanter les réclamations clients niveau 2, c'est possible. Donc en fait, l'histoire, c'est que c'est le service qui était saturé en charge de travail, une équipe assez restreinte pour traiter un grand nombre de réclamations, et ça avait un effet évidemment sur l'insatisfaction des clients. Alors, ce qui est ressorti de l'histoire, c'est effectivement comment ils ont réussi finalement à rendre ça possible. C'était surtout sur la mutualisation des potentiels de cette équipe. J'essaye de retranscrire le plus fidèlement. Hein. La perception de la valeur dans la voix des clients, il y a eu un effort particulier dans ce domaine-là par chacun des collaborateurs de l'équipe.
On a parlé aussi de désindividualiser la pression et la charge de travail, c'est-à-dire que chacun avait une pile de dossiers à la base devant son bureau, et puis en fait, via un esprit collectif et un réel travail d'équipe, on a désindividualisé cette pression, ce qui permet à la fin au personnel d'être plus productif et peut-être plus sain dans sa manière d'aborder le travail. Ensuite, j'ai parlé de mutualisation des potentiels, spécialisation des potentiels, donc c'est un petit peu à l'inverse, mais par contre dans une dynamique d'entraide collective. C'est-à-dire, on a mutualisé finalement les potentiels individuels de chacun. On a parlé de responsabilisation vis-à-vis des clients, puisque, chose qui n'était pas forcément le cas avant, chaque collaborateur qui traitait un client le traitait de A à Z. Et enfin, on a souligné le fait de faire du management visuel autour justement de la charge de travail, de la notion de charge de travail, c'est-à-dire supprimer un peu les charges mentales, les piles de dossiers qui s'accumulent, qui parfois amenaient même certains collaborateurs de cette société à ne pas plus prendre de congés, ce qui avait peut-être un effet dévastateur après sur le service global, quoi. Voilà. C'était déployer le Lean dans un siège social, la démarche Happy de Randstad France. Alors déjà, la première chose, on a vu que les méthodes Lean sont applicables sur les fonctions support. Ça, c'était pas si évident que ça, puisqu'on en parle beaucoup sur le manufacturing, mais rarement sur les fonctions support. Et on a vu qu'il pouvait y avoir une structuration de la montée en compétences. Voilà, donc ça se faisait petit à petit au sein de l'entreprise, sachant qu'également, en fait, il y a eu une première vague avec des intervenants qui ont formé 3 personnes, qui forment ensuite des ambassadeurs afin de faire vivre en fait le Lean au sein de Randstad. Et que un des éléments clés du Lean, c'était la confiance et la bienveillance, parce qu'effectivement, il fallait que les N+1, N+2, N+3 soient sensibilisés à ce fonctionnement pour éviter de faire perdre tous les bénéfices en fait, des actions qui ont été menées. Ensuite, on a aussi beaucoup parlé de c'est quoi une bonne journée, le plaisir était synonyme de valeur dans l'entreprise, qu'on était beaucoup plus performant si on prenait du plaisir dans ce qu'on faisait pour trouver des solutions aux problèmes. Et enfin, un point qui était de savoir calibrer les problèmes, puisque s'ils sont trop petits ou trop gros ou tout biscornus, pour les résoudre c'est plus compliqué, donc du coup il faut savoir les calibrer. Donc nous, on était sur comment la résolution d'un problème par le Kaizen au sein des fonctions finance permet de proposer des axes d'innovation à nos clients finaux. On a un certain nombre de points qui vont se regrouper aussi avec le modèle Lean dans un siège. En particulier, le bien choisir son problème à traiter. Puisque visiblement, il y avait un problème qui avait été identifié au début et ensuite qui était tellement gros qu'il était intraitable. Et donc qui a été redécoupé par la suite pour arriver à un niveau où on peut effectivement mener des actions et arriver à traiter in fine le problème. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a vu d'important. Ensuite, ce qu'on nous présente, entre guillemets, c'est des success stories aujourd'hui de choses qui ont pu être mises en place, etc. Il n'empêche qu'il a fallu du temps, il a fallu de l'implication des équipes, et en particulier du sponsor qui lance au départ le projet pour pouvoir faire ça et pour lever les obstacles ou pour pouvoir bousculer les obstacles éventuellement. Donc on avait remis en avant le rôle du sponsor qui devait être à la fois suffisamment fort pour passer outre ou passer au-delà de certains problèmes, et aussi très impliqué à la fois pour que le projet dure, puisque on a vu depuis ce matin aussi tous les projets c'est sur la durée, pour réussir à motiver les équipes et que ça ne retombe pas derrière comme un soufflet. Alors nous, c'était donc Guillaume Fabry qui travaille chez Covea et qui a mis en place la station météo. Donc le sujet, un management visuel original pour suivre le niveau de pression de l'équipe, la station météo. Alors,
Le principe de la station météo, donc, c'était effectivement de faire la remontée d'informations du sentiment des équipes, en fait, délocalisées un peu partout en France. Une remontée d'informations sur les freins au travail, les choses bien réussies, le sentiment personnel de comment ça se passe au travail. Alors, ce qu'on a trouvé d'intéressant dans cette démarche, c'est que bien sûr, on est dans de l'amélioration continue, mais on met en place un baromètre avec un langage commun et qui favorise du coup l'échange transverse au niveau des équipes en local avec leurs responsables de service et encore au-dessus, jusqu'en haut de l'organisation. On a trouvé aussi que c'était une manière d'introduire l'amélioration continue qui était intéressante parce que il y a un produit original qui peut être assez séduisant pour le personnel et en plus qui leur permet de remonter leurs sentiments personnels, peut-être d'aller rapidement sur des quick wins et ensuite du coup de se motiver sur quelque chose qui serait un peu plus de l'amélioration vraiment long terme avec de l'investissement. Alors au passage, donc on a été plusieurs à se dire que pour les managers aussi, c'était très intéressant parce que on est plusieurs à avoir cette expérience de devenir manager sans vraiment que ce soit y être préparé en fait. C'est souvent un attribut d'un nouveau poste et puis on nous dit voilà, t'as de la chance, t'as une équipe sympa ou pas du tout en fait. C'est bon courage. Et du coup là, pour les managers, on se disait que ça pouvait être très intéressant d'avoir un espèce de, ça peut constituer pour eux des outils. Un vrai outil de communication à mettre tout de suite en place, des indicateurs de bien-être de l'équipe et d'efficacité au travail. Donc ça pourrait presque être un package d'introduction du manager. Voilà, c'est un outil de décloisonnement, donc ça on l'a dit déjà, dans tous les sens en fait de l'organisation, de haut en bas et entre les gens. Et puis on a noté aussi, alors c'est le Gemba, c'est ça. Et alors donc c'est quand le Carlos Ghosn se déplace dans les équipes, sur les chaînes des usines. Donc en gros, la visite du grand manager vers ses équipes, qui est organisée donc autour de ça trimestriellement, je crois, en tout cas régulièrement à intervalles plus larges. Et ça apporte la fierté dans l'équipe puisqu'ils sont visités. Ils font l'intérêt des managers et puis ça permet aussi de résoudre à plus grande échelle des problèmes d'organisation. Voilà. Alors, donc Christophe nous a raconté une histoire de R&D avec donc une équipe de R&D qui était très mal et donc il est appelé en pompier en urgence. Et le premier apprentissage, c'est que malgré les qualités et les compétences de coach de Christophe ne fait pas de psychopapouille. Pas de psychopapouille, donc pas d'obsession sur les interactions, sur pourquoi ils s'entendent pas. Non, c'est pas le sujet. Il épouse en fait la vision de son client et donc il va sur du concret, sur l'objet, et donc il les amène vraiment à réfléchir sur du concret. Et ça c'est et sur le concret, c'est quoi dans cette histoire? C'est les gars, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très masculin cette histoire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de filles. Les gars, vous avez 24 mois pour sortir un produit, donc qu'est-ce que vous faites hein? Voilà. Vous voyez, en plus, vous voyez la tension dramatique qui se joue, quoi. Donc pas de psychopapouille. Remettre le client, vraiment les préférences clients au centre, en fait. Vous discutez là, les gars. Alors aussi un autre apprentissage, c'est que alors ça c'est un truc quand même un peu de coach, mais il ne nous l'a pas dit en fait. Christophe pratique les rôles délégués et donc il demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit un observateur parce que très souvent en fait, alors c'est un truc qui n'a rien à voir avec nos organisations, c'est vraiment un truc, il n'y a que chez Thales. Donc des réunions où au bout de 3 minutes les gens ne savent plus de quoi véritablement ils parlent. Et ça bavarde en fait, alors de manière très sérieuse, hein, parce que quand et puis finalement on perd complètement le fil. Donc Christophe met en place un rôle délégué qui est le coach ou l'observateur
pour qu'il y ait quelqu'un. Alors ça ressemble aussi à du Toyota, sauf que chez Toyota, visiblement, en fait, le mec dit même pas qu'il est là en train d'observer. Donc voilà. Et donc pour donner à voir à quel point finalement ils ont quitté en fait le concret, le réel, et à quel point ils sont loin des préférences clients en fait. Et donc Christophe leur demande, mais vous savez ce que veut votre client en fait? Et donc il les emmène sur le terrain pour finalement questionner les préférences clients. Et la patatrac en fait, toutes les représentations que s'était fait l'équipe, finalement n'ont rien à voir avec finalement ce que leur disent les clients. Même ils s'étaient fait même des représentations sur des trucs qui étaient impossibles. Et en fait, c'était pas ça le sujet en fait. Donc ce que nous dit Christophe, c'est super méthode pour savoir ce qu'il faut apprendre en fait. Donc là, je reprends aussi un message. Je vous renvoie aussi d'ailleurs sur un post de Cécile Roche sur il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Voilà. Et puis alors moi, un truc qui m'a vachement plu en fait. À l'occasion d'une visite chez Toyota, Christophe en fait a vu une méthode de recrutement assez décapante. Avant d'aller à la cantine, un recrutement, alors qu'on pourrait dire en France sauvage, parce qu'il y a un côté un peu décapant. En fait, les recrutements de personnes qui veulent faire participer à des défis se font dans le couloir avant d'aller à la cantine. Donc là, on en a pris, alors j'ai mis le on pour dedans, c'est les RH ont été un petit peu secoués parce que Christophe nous a dit, mais arrêtez avec vos fiches de fonction et arrêtez avec vos processus qui durent 1 an pour recruter une personne. Ça se passe ici et maintenant dans le couloir en fait. Voilà. Ce groupe, oui, l'intelligence collective qui devient un objectif et non plus un moyen, parce que pendant un moment, ils ont communiqué sur l'intelligence collective pour s'apercevoir que c'était mieux de le faire plutôt que d'en parler, et que quand on le fait, on en parle moins, parce qu'on le fait. Voilà. De laisser du temps, le temps d'infuser, même si chez Covea, il y a, on va dire, un confort et pas une urgence et un péril immédiat sur une transformation de métier, mais quand même un besoin de laisser autant pour que le temps puisse faire son œuvre. Une posture d'humilité aussi, qui a été importante. Une courbe d'apprentissage. Là, si quelqu'un du groupe veut compléter, parce que je ne sais plus vraiment pourquoi est-ce qu'on a dit ça. Et une expérimentation en mode itératif, c'est-à-dire pas de généralisation de principes. Quand il y a quelque chose de bien quelque part, on ne cherche pas absolument à l'imposer. Si ça prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, on ne cherche pas à aller contre l'envie du groupe ou contre l'envie dominante. C'est bien ça? Voilà. Merci.